Je suis du secteur de la science, j'ai fait de la physique fondamentale, je me suis spécialisé un peu dans la récupération du pétrole, Paris 11, Orsay, Stanford, sur la récupération du pétrole. Et puis, ayant fait de l'optoélectronique, c'est pas de la mécatronique, je fais de l'optoélectronique. Je m'intéressais à deux choses en ce qui concerne l'Afrique, c'était le développement de la télécommunication dans les années 90, en me disant il y a forcément une évolution, une révolution qui se prépare. Et la seconde, effectivement, c'était les ressources naturelles. Comment faire en sorte d'améliorer leur récupération. C'était sur la roche, la diatomite, et c'était tout ce qui touche la fragmentation, comment est-ce qu'on améliorait dans les roches poreuses mais peu perméables la capacité de les extraire. Et justement, pas mal d'innovations sont venues là-dessus. Après avoir fait ça, c'est les nouvelles technologies qui apparaissaient au début des années 2000. Et ce qui m'interpellait, c'était les modalités, justement, ayant acquis un certain nombre de savoirs, de relever le défi de leur adoption. Parce que beaucoup de choses ont été dites en matière d'innovation. Ma prédécesseur l'a évoqué. Les défis du développement se situent principalement à deux niveaux, ceux de l'innovation et ceux de l'adoption de ces innovations. Tout à l'heure, l'a indiqué, un certain nombre de pays ont pris 200 ans, 50, 20, parce qu'en fait, le principe, c'est comment est-ce qu'on s'approprie les innovations qui sont existantes et comment est-ce qu'on les adapte à une grande échelle. C'est partout pareil dans le monde et il n'y a pas à réinventer la roue en matière de développement. Il ne s'agit pas de mettre les gens dans une petite chambre pour qu'ils essaient de réinventer le fil à couper le beurre. On adapte et on s'approprie les évolutions qui sont les évolutions de par le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les pays qui réussissent justement à adopter ces technologies, nouvelles ou pas ailleurs, justement, sont celles qui ensuite se donnent les capacités de pouvoir innover. J'aime beaucoup les exemples en matière de filière. Je ne sais pas si je suis commentateur ou présentateur d'une présentation, parce qu'il y a tellement de belles choses qui ont été dites. Mais le Bangladesh est un des pays aussi absolument innovants, un ancien cadre dans les années 80, Arjoud, je crois, a été celui qui a initié la filière textile. À la faveur de la fermeture des frontières pour la Corée, il me semble, dans le marché nord-américain, ces derniers, pour pouvoir contourner ces restrictions, se sont appuyés sur un ancien haut cadre qui, lui, est parti se former en Corée sur les technologies, justement, de fabrique de textiles, avec 130 personnes au départ. Ils y sont revenus. Parmi les innovations, c'est les mécanismes de financement qui ont été extrêmement pertinents, qu'ils ont adaptés pour pouvoir commencer. On dit souvent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été copiées, mais des 130 qui ont commencé, près de 120 sont partis pour faire la même chose. Donc souvent la question, mais quand on a une belle idée, les autres font non. Adopter les innovations, quand elles sont bonnes, c'est faire en sorte que les autres souvent les prennent et justement les alignent. C'est aussi une modalité, c'est pas qu'une seule personne ait une forme de monopole pour pouvoir le faire. Et le Bangladesh, qui avait peut-être quelques milliers de dollars d'exportation en chemise dans les années 80, on est 80% quasiment de ces exportations, et au bout de quelques années, c'était les principaux éléments d'exportation. Les exemples dans le monde ne manquent pas de la manière dont il faut faire pour pouvoir arriver à relever le défi. Un autre exemple qui vient de l'Asie, que j'aime beaucoup, c'est les 6 aveugles et l'éléphant. Ces 6 aveugles ont pour tâche de décrire un éléphant, chacun en touchant une partie de l'éléphant. Tel touche la trompe et décrit un serpent, tel touche les défenses et décrit des épieux, tel touche le flanc, décrit un mur, etc. Et à chacun, on leur demande qu'est-ce que vous avez vu ou qu'est-ce que vous avez touché
Et chacun, dans ses descriptions, avec la conviction d'avoir la vérité, bien évidemment, décrit ce qu'ils ont été amenés à toucher. Ils en viennent même quasiment aux mains parce qu'ils ne s'entendent pas. Et la morale de cette fable des aveugles et de l'Hindoustan, c'est qu'on a souvent tendance, à partir de sa perception subjective, à considérer que c'est la vérité, que c'est la vérité qui s'applique à tous. Alors le défi pour le Sénégal, au-delà de ce que l'on fait, je pense que c'est de retrouver une vue d'ensemble sur l'industrialisation et sur la place des PME dans l'industrialisation. On a notre doyen Chertidiane Saro, ancien patron de la Sonepi, mais dans les années 70, dans les années 80, dans l'industrialisation et dans le mécanisme d'accompagnement de l'industrialisation du Sénégal, on ne parlait pas que de la Sonepi, on parlait des chargeurs, on parlait des zones industrielles, on parlait d'un ensemble de mécanismes qui étaient un mécanisme d'accompagnement global en vue de l'industrialisation. 20 ans, 30 ans après, de quoi on parle? On parle de PME, mais tellement segmentées que l'on ne sait plus quelle est la partie de l'éléphant dont on parle. Si vous demandez à nous autres acteurs, à la faveur justement des fois des difficultés qui sont celles de l'État, on va même parfois vous dire que non, cette PME, ce n'est pas une PME, c'est une start-up. Cette PME n'est pas une PME, c'est une industrie, c'est une PMI. Cette PME n'est pas une PME, il faut la considérer comme telle ou telle chose. Et au final, la vue d'ensemble sur ce qui est l'industrialisation, sur ce qui est l'acteur économique, sur lequel on a vocation à porter une politique d'ensemble pour faire en sorte que les PME grandissent, se retrouve tellement segmentée que globalement, on n'a pas la force d'ensemble qui nous permet de tirer l'ensemble vers le haut ou de manière cohérente. Or, c'est ce qui avait quand même été fait malgré beaucoup de choses, notamment les années 80, les réajustements, etc. Mais c'est ce qui avait été fait dans les années 70 ou 80, où la politique d'industrialisation permettait de drainer, de tirer les différents acteurs et mécanismes permettant d'accompagner les PME-PMI. Est-ce que pour autant rien n'a été fait? Non. Je suis aussi un peu, comme d'autres, en charge d'une structure de l'État. Dans les années 95, le groupe de réflexion sur la compétitivité et la croissance permettait au secteur privé, parce que là aussi, ce sont aussi les défis à relever, un secteur privé tellement émietté que c'est 10 voix qui parlent, voire plus, sans qu'on puisse savoir laquelle est à prendre. Dans le groupe de réflexion sur la compétitivité et la croissance, à l'époque, pour une fois, de manière unitaire, les différentes fractions du secteur privé se réunissaient et étaient en capacité de définir ce qui allait donner la stratégie nationale de développement du secteur privé en 1999, avec parmi les demandes le fait d'avoir un mécanisme d'accompagnement, en l'occurrence la DPME, un mécanisme pour pouvoir favoriser l'investissement et l'export, qui était l'APIX, les deux nés en 2001. Beaucoup de choses ont été faites ensuite, et beaucoup de choses se sont éparpillées. Pour autant, ça ne veut pas dire que les pièces du puzzle ne sont pas là. 2010, c'est les concertations nationales sur le crédit. On a parlé du financement et des défis pour pouvoir relever le financement. Réduire la symétrie d'information, faire en sorte qu'on ait des mécanismes de garantie, faire en sorte qu'on ait des mécanismes de prise de participation, favoriser le climat des affaires, autant de mécanismes qui n'existaient pas en 2010, qui ont été implémentés depuis. Le fonds de garantie des investissements prioritaires, le fonds 6 pour le fonds souverain, qui était considéré comme une Libye parce qu'on n'avait pas encore trouvé du pétrole et du gaz, mais qui traduisait une volonté d'arrêter de faire du one-shot lorsqu'il y avait des investissements. Le dispositif de refinancement bancaire que la BCEAO a pu mettre en place, des mécanismes bien évidemment comme l'ADER pour favoriser les jeunes et les femmes, la DPME dans ce contexte-là a pu construire le mécanisme de notation des entreprises, de scoring, pour pouvoir faire en sorte de réduire la distance entre une entreprise, des institutions financières, des marchés publics, des marchés privés. Quels sont les futurs défis qui nous concernent? Et je m'en arrêterai de là. C'est de faire en sorte qu'effectivement l'ensemble des pièces du puzzle soient réunies pour pouvoir avoir effectivement un éléphant et que l'on voit tous l'éléphant de la même manière. Aux États-Unis, en 1953, se mettait en place le Small Business Act.
les Américains parlent de sacralité de la PME. Quelles que soient les politiques publiques mises en place, au cœur de celles-ci, l'intérêt de la PME est préservé et renforcé. En Malaisie, vous avez le SME Corp, c'est 147 programmes qui sont mis en place avec un conseil qui permet d'appréhender l'accompagnement des PME et le lien avec la production en matière de PIB, avec la production en matière d'emploi, avec la production en matière d'éléments fiscaux. Les ingrédients sont là au Sénégal et on est connu et reconnu pour pouvoir être un grand pays innovateur. Maintenant, l'enjeu, c'est est-ce que l'on a la capacité d'être un pays qui passe à l'échelle des innovations qu'il a pu en matière institutionnelle. Si on y arrive, et j'ai bien conscience, en tout cas bon espoir qu'on est susceptible d'y arriver, je suis convaincu que le défi de l'industrialisation et le défi d'avoir des filières qui soient productives sera également relevé pour pouvoir créer les richesses et les emplois dont nous avons besoin. Je n'ai peut-être pas battu le record du temps, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup de votre attention.